aujourd'hui. Donc bonjour à tous, merci d'être avec moi ce matin. Nous allons avoir quelques concepts scientifiques. N'oubliez pas que je suis ici pour répondre à vos questions. Donc s'il arrive que vous allez arriver durant la diffusion, mettez vos questions dans le chat. Si vous voyez cette diffusion ou cette session questions-réponses après, en rediffusion, vous pouvez mettre vos questions dans le chat, comme ça, moi, ça va me donner des idées sur ce que je peux inclure dans notre session de questions et réponses. Donc, voyons voir, je vais aller faire un tour sur le site pour voir s'il y a des questions qui sont arrivées depuis hier. Alors ici, il y avait des questions qui se rapportent avec, voyons voir. On a bien aimé les explications pour l'optique. Donc, plusieurs personnes aiment bien l'optique depuis quelque temps. Donc, voyons voir si on peut ajouter à cela aujourd'hui. Alors, très bien. Donc, la première question que nous allons discuter aujourd'hui, c'est une question que j'ai reçue par courriel. Et c'est un de mes anciens élèves qui voulait savoir qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a une voiture qui entre en collision avec un train. Et est-ce qu'il y a automatiquement un feu qui commence? Et ça, c'était une bonne question. Alors, voyons voir. Je vais sortir mes marqueurs ici. Alors, voyons voir. Alors ici, la question, c'était... Oh, c'est en français. On va mettre ça en français. Donc, une auto plus train. Donc, l'idée, c'est s'il y a une auto qui entre en collision avec un train, est-ce qu'il y aura un incendie qui commence? Alors, moi, j'avais pensé à quelles seraient les réponses possibles et voici ce qui est à considérer. Donc, n'oubliez pas qu'un train est un véhicule. Et lorsqu'on a un véhicule qui se déplace, il peut y avoir des collisions. Donc, on a notre train ici et on a notre voiture qui est comme ceci, avec quelqu'un qui est juste ici. Parfait. Alors, la question, c'est s'il y a une voiture qui entre en collision avec le train, y a-t-il un feu qui commence? Bonne question. Premièrement, la question, il faut voir quelle est la rapidité ou la vitesse que les deux véhicules vont entrer en collision. Donc, si l'auto se déplace, alors se déplace comme ceci, et que le train est arrêté. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Donc, premièrement, si le train est arrêté, donc il y a peu ou pas d'inertie ici qui donne de l'énergie au véhicule qui se déplace. Si l'auto entre en collision avec le train et c'est une petite collision, à ce moment-là, habituellement, il n'y a pas de feu parce que les trains sont faits pour soutenir, sont très bien faits pour éviter les bris. Les voitures sont faites pour absorber certaines collisions et avoir des accidents sans trop de difficultés. La difficulté, par exemple, c'est que si la voiture va très rapidement et entre en collision avec le train. Alors ça ici, ça peut causer une difficulté parce que lorsqu'il y a une collision, il peut y avoir des étincelles, donc des petites... c'est comme un peu des morceaux de métal qui deviennent chauds. Et ces morceaux de métal, lorsqu'ils entrent en contact avec du matériel qui peut brûler, comme des combustibles fossiles, il peut y avoir du feu. Donc si la voiture entre rapidement dans un train, il y a un très grand accident, et qu'il y a le réservoir d'essence, par exemple, ou un contenant qui contient du propane ou autre gaz. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que oui, s'il y a le réservoir d'essence qui est perforé et il y a un étincelle, oui, il peut y avoir un feu qui arrive. Alors ça, c'est à considérer. L'autre chose à considérer, c'est si l'auto se déplace et que le train se déplace. Donc, ici, il y a deux véhicules en mouvement.
Maintenant, ici, comme tout à l'heure, j'ai mentionné, si, par exemple, le train voyage lentement et que la voiture voyage lentement ou il y a un accrochage qui n'est pas très violent, à ce moment-là, il n'y aura pas de feu ou c'est peu probable. Par contre, s'il y a une auto qui se déplace tranquillement ou est arrêtée et qu'un train arrive en collision, donc disons qu'une collision frontale entre un train avec une voiture, il peut y avoir un feu ou une explosion parce que la force d'impact peut faire un bris sur le réservoir d'essence de la voiture et donc créer un feu. Et ici, c'est la voiture qui va brûler, le train peut avoir à ce moment-là peu de dommages. Par contre, s'il y a un moment où l'auto voyage rapidement et que le train voyage rapidement, à ce moment-là, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, si la force d'impact est très grande, la chance d'avoir des étincelles pour partir un feu est très important. Deuxièmement, le réservoir d'essence de l'auto va briser automatiquement, donc c'est encore, ça ajoute à ce potentiel d'explosion et de feu. Et l'autre chose, c'est que si la force d'impact est assez grande, à ce moment-là, on peut briser certaines lignes je ne sais pas, d'huile, par exemple, du train. Et ça peut causer un feu encore plus grand. Maintenant, ça ici, si on parle des véhicules seulement. Par contre, s'il y a dans le train ici, donc le train va à une certaine vitesse, comme ceci, et que le train a un wagon qui contient, je ne sais pas, soit, disons, des combustibles fossiles. Que ce soit du pétrole, que ce soit du diesel, que ce soit du propane. Ces contenants peuvent soutenir une grande force d'impact. Donc habituellement, même s'il y a un accident, par exemple avec une voiture qui entre en collision, c'est peu probable qu'il y ait une explosion due au wagon, mais ça va venir de la voiture. Par contre, si l'impact est très grand, une des possibilités, c'est que le train peut dérailler. Et ça peut causer un problème. Parce que si le train, suite à une collision, déraille, donc va quitter ses rails, alors vous savez que les trains vont sur les rails, s'il quitte ses rails, à ce moment-là, il peut y avoir des forces d'impact dues à l'inertie. On a des wagons qui vont entrer dans les autres wagons parce que celui-ci, aussitôt qu'il sort de ses rails, il va ralentir et arrêter. Par contre, les wagons ici vont continuer à avancer. Et là, ça peut causer des problèmes. Et dans l'histoire, si vous regardez l'actualité, au Québec, il y a une dizaine d'années, en Colombie-Britannique, lorsqu'il y a des difficultés avec certains ponts, il arrive que s'il y a un déraillement et qu'il y a des wagons avec des combustibles fossiles, alors ici, c'est presque assuré qu'il peut y avoir du feu parce que c'est métal sur métal avec collision, il y a des étincelles. Et si la force d'impact est assez grande et que même si ceux-ci sont protégés par leur ingénierie et la fabrication, il peut y avoir des défauts. Il peut y avoir des forces tellement grandes qu'il y a un déchirement de métal. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir du feu. Et à ce moment-là, ça peut être dommageable pour l'environnement. Si ça se fait près d'une ville ou dans une ville, ça cause beaucoup de dommages, alors des pertes de vie, ainsi que alors ce sont des dommages par le feu et par l'accident. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne question que j'ai eue cette semaine et je me suis dit que j'allais partager cela avec vous aujourd'hui. Alors on a un spectateur ou une spectatrice ce matin. N'oubliez pas que c'est une session de questions et réponses. Donc si tu as une question, n'oublie pas, tu peux le mettre ici dans la section clavardage. En anglais, c'est la version chat ici. Ça me fera plaisir de répondre à ta question aujourd'hui ou à tes questions. Je suis ici pour vous. C'est un peu comme un tutorat qu'on fait le samedi matin. Alors, je rappelle que je réponds aux questions de science, mais je peux aussi répondre à des questions de français. Alors, bon matin à toi.
Donc ça, c'est la première chose que je voulais discuter avec vous ce matin. Très bien. Le deuxième sujet, alors je n'ai pas de questions pour l'instant de l'audience, donc le deuxième sujet que j'aimerais parler, c'est cette course pour voyager dans l'espace. Donc, voyons voir ici pour s'assurer. Excellent. Alors, l'espace, on peut voir ça ici. Alors, moi, je suis en Amérique du Nord. Donc, un des organismes qui s'occupait il y a quelques années des voyages dans l'espace était, bien sûr, la NASA. La NASA est un groupe qui est gouvernemental où on a envoyé des fusées dans l'espace, on a envoyé des satellites, des astronautes et il y a eu beaucoup de développement de ce côté-là. Maintenant, ça c'est en Amérique du Nord. Si vous êtes en Europe, bien sûr, il y a la France qui a son programme spatial avec les fusées Ariane. Il y a la Russie avec leurs fusées Soyouz. Il y a la Chine qui ont un programme spatial aussi. Ce programme spatial, ils sont en train de créer une nouvelle station spatiale. Donc les Chinois sont très avancés. Il y a l'Inde aussi. L'Inde a son propre programme spatial. Je sais qu'ils ont envoyé une sonde près de Mars il y a quelques années. Nous avons aussi les Émirats unis, si je me rappelle bien. Dans le nord de l'Afrique, il y a aussi un programme spatial. Ils ont envoyé une sonde autour de Mars aussi il y a quelque temps. Donc, il y a beaucoup de pays qui font cela. Et dans le passé, il y avait des compagnies qui donnaient des sous au gouvernement pour envoyer les satellites dans l'espace. Maintenant, ça a changé un petit peu. Et voyons voir qu'est-ce que nous avons comme changement depuis quelques années. Donc, un que je vais parler, c'est SpaceX. Alors, SpaceX alors son propriétaire, c'est Elon Musk. Alors, lui, son idée, c'était que, premièrement, il veut aller sur Mars. Ça, c'est une de ces choses qu'il veut faire. Mais il s'est dit, comment est-ce qu'une compagnie pourrait faire de l'argent pour l'exploration spatiale? Donc, ça, c'est intéressant. Parce que SpaceX, ce qu'il a fait comme idée pour pouvoir minimiser les coûts, c'est de recycler les composantes. Donc, lorsqu'on envoie une fusée dans l'espace, on utilise de l'équipement. Il y a des fusées, alors en anglais on appelle ça des rockets, qui poussent l'équipement et les astronautes dans l'espace. Dans le passé, souvent, les différentes composantes devaient être refabriquées et donc ça coûtait de l'argent ou ils devaient être remontés presque entièrement et ça c'était dispendieux. Par contre, SpaceX, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont décidé de faire des composants, donc des fusées qui étaient recyclables. Comment est-ce qu'ils faisaient ça? C'est que lorsque la fusée est projetée dans l'espace, les composantes de fusée sont automatiquement, ils atterrissent de nouveau sur la planète. Donc, il n'y a pas un écrasement de ces composants, mais de façon voulue, ils sont atterris sur la Terre et donc, ils peuvent être recyclés. Les choses intéressantes, SpaceX utilise souvent des plateformes qui sont sur l'eau, donc dans les océans, pour faire cela. Donc, ça, c'est intéressant. Et SpaceX ont quelques capsules, les capsules Dragon. Donc, ils ont envoyé dernièrement des astronautes sur la station spatiale. Et ça, c'est très nouveau. Ça fait seulement quelques mois. Alors, dans le passé, on était un peu dépendant à d'autres pays parce que la NASA n'avait pas de programme de fusée suite à ces navettes spatiales. Donc, SpaceX a pris une grande place de ce côté-là. Donc, et SpaceX, depuis longtemps, offre le service d'envoyer des satellites dans l'espace. Ils sont en train de faire un réseau Internet qui s'appelle Starlink pour donner l'Internet partout autour de la planète où il y a des individus.
Donc, ça, c'est intéressant. Une autre compagnie, et ça, c'est arrivé cette semaine, donc on est maintenant le 17, on est le 17 juillet, donc je pense à peu près une semaine. C'est la compagnie Virgin avec Sir Richard Branson, comme ceci. J'espère que j'écris bien son nom. Alors, ce qui est intéressant avec Virgin, c'est qu'eux ont fait des choses différemment. Donc ici, SpaceX a des capsules pour envoyer de l'équipement des astronautes à la station spatiale, par exemple. Virgin, ici, ce qu'il a décidé de faire, c'est plutôt de faire du tourisme de l'espace. Alors ça, c'est intéressant. Pour ceux qui ont regardé les nouvelles, c'est comme s'ils prenaient un avion. Alors, juste parce que je veux faire ceci, comme ceci. Voilà. Donc, c'est un avion qui est comme ceci, qui avance comme cela. Et dans cet avion, ce qu'il fait d'intéressant, c'est que... Tiens, je vais mettre ça une autre couleur. Alors, comme ceci. Il transporte un vaisseau de transport dans lequel il y a des individus. Donc ici, l'avion est utilisé pour propulser et monter en haute atmosphère ce véhicule ici. Et qu'est-ce qui arrive? C'est rendu à une certaine altitude. Ils vont laisser aller cette fusée qui, après des millisecondes, vont avancer par eux-mêmes et aller dans l'espace. Maintenant, ça, c'est intéressant parce qu'on a des personnes comme vous et moi, peut-être pas comme vous et moi, mais des personnes qui ont de l'argent, qui ont de l'influence et qui, eux, vont pouvoir dire « Ok, je veux aller dans l'espace » et c'est comme un billet d'avion pour aller d'une ville à l'autre, mais ça devient un billet pour un véhicule spatial pour faire l'expérience de l'apesanteur, de pouvoir voir la planète de l'espace. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on utilise un avion qui donne une grande quantité d'énergie pour quitter le sol. Il y a l'atmosphère qui crée de la friction. Et lorsqu'on arrive à une certaine altitude, à ce moment-là, cette petite navette ici, et puis, alors ils ont des noms spécifiques. Je voulais dire unisson, mais j'aurais dû faire un peu plus de recherche avant de commencer. Mais ici, cette petite navette va aller en haute atmosphère. Cet avion ici va retourner à l'aéroport et donc c'est très recyclable. Et si quelqu'un cherche où est-ce que ça se passe, ils ont mis leur siège social pour le départ et l'arrivée au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet avion ici revient sur la Terre et donc il n'y a pas de coût de remplacement. C'est seulement ici le coût de réparation, de maintenance, ainsi que de combustible pour pouvoir voler. Celui-ci va faire son tour dans l'espace et revient. Et aussi, celui-ci est comme un avion. Donc, va revenir, il y aura maintenance, on va remettre d'une source d'énergie, un combustible fossile, et il sera prêt à retourner dans l'espace. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici une deuxième compagnie, la compagnie Virgin, qui, eux, ont dit, OK, nous allons recycler aussi nos composantes, comme ça, on peut baisser le coût de cela. Et ça, c'est intéressant. Donc, Virgin, ici, a un créneau. Il ne veut pas vraiment voyager sur la Lune pour l'instant. Il ne veut pas aller sur Mars non plus. L'idée, c'est d'avoir l'accès à des personnes qui ont de l'argent, qui sont prêts à payer pour un billet d'avion dans l'espace et revenir. Et c'est pour ça que j'ai appelé ceci, c'est un peu comme du tourisme de l'espace. Voyons voir. Un autre point, et en passant pour la spectatrice ou le spectateur ici, s'il y a des questions sur ce sujet ou autre, n'oubliez pas, je suis ici pour répondre à des questions de clarification si nécessaire. L'autre compagnie, c'est Blue Origin. Alors ça, c'est Jeff Bezos. Alors Blue Origin est une autre compagnie qui est
que Jeff Bezos a créé. Jeff Bezos, c'est la personne, le directeur, président général d'Amazon. Donc, il a décidé comment est-ce qu'il peut diversifier ses investissements. Et donc, Jeff Bezos, ici, pour son programme de Blue Origin, c'est très similaire à SpaceX. Donc, ici, c'est envoyer des équipements plus astronautes. Très bien. Maintenant, n'oubliez pas qu'une compagnie privée veut faire de l'argent. Donc, essayez de donner des produits et des services qui peuvent aider les gens. Maintenant, n'oubliez pas que l'Amérique du Nord et un consortium sont en train de réfléchir à créer une nouvelle station spatiale près de la Lune. Donc, voyons voir si je peux trouver le nom. Ici, j'ai oublié qu'est-ce que c'est. Canada spatial. Je vais juste aller voir qu'est-ce que c'est. C'est important de trouver les noms, bien sûr. Parce que j'aime bien avoir les bonnes informations pour vous aussi. Moon Exploration. Voyons voir. J'ai oublié le nom de la nouvelle station spatiale. Ça, c'est pas drôle. Voyons voir. Je vais faire station spatiale lunaire. Voyons voir. Merci de votre patience. Donc, station spatiale lunaire. Oh, tiens, il a dit qu'il n'y a pas de réponse. Ah, mais ça, c'est pas drôle. Voyons voir. Si je vais à Moon Exploration, voyons voir ici. Moon Exploration. Je vais trouver quelle est. Ah, le projet, c'est Gateway. Voilà. Donc, la Lune plus Gateway. Dites-vous que la station spatiale que nous avons présentement, elle va très bien. Par contre, on a dit qu'elle allait probablement être décommissionnée vers 2024. Donc, d'ici 3-4 ans, la Station spatiale internationale, qui est dans l'espace depuis plus de 20 ans, va commencer à se détériorer, a besoin de beaucoup plus de réparations. Et donc, le groupe de pays qui ont décidé de la faire ont décidé de moins investir dans cette station pour commencer à investir sur une station spatiale qui sera en orbite autour de la Lune. Donc ça veut dire qu'il y a des pays qui voudront envoyer de l'équipement. Et chose intéressante, nous, le Canada, alors le Canadarm, nous allons participer à cette station. On est un petit pays, on a moins de budget. Par contre, on a beaucoup d'expertise en exploration spatiale. Donc, on va créer un autre bras canadien pour travailler sur cette station spatiale. Donc, ça, c'est intéressant. Mais ça veut dire qu'il faut transporter ces équipements. Donc, nous avons des compagnies comme SpaceX et Blue Origin qui, eux, disent « OK, nous nous préparons à offrir le service. » Donc, SpaceX a fait beaucoup de travail et maintenant a la possibilité d'envoyer des astronautes dans l'espace. Blue Origin, ici, prend le temps de a fait plusieurs vols de pratique. Quelques-uns ont eu des difficultés. Et puis, je ne pense pas qu'ils ont envoyé des astronautes encore, mais je crois que d'ici quelques mois, ils vont pouvoir le faire. Donc, l'idée, c'est que nous allons avoir des compagnies privées en plus de pays, comme l'Europe, l'Asie, qui vont pouvoir, et même peut-être l'Afrique du Nord, qui vont pouvoir envoyer des ressources. Maintenant, gardez en tête que
un des grands pays qui fait aussi partie de l'exploration spatiale est la Chine. Et la Chine ont décidé de créer leur propre station spatiale. Donc, voyons voir si je peux trouver le nom de celle-ci. Donc, Space Station. Je vais m'assurer que ça va bien. Ok, voyons voir. Voyons voir quel est le nom de ce projet. Alors, on dit qu'il y a déjà... Alors, la Chine commence à construire leur station spatiale. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que la station spatiale internationale qu'on connaît ici, qu'en Amérique du Nord, on travaille beaucoup, le consortium n'ont pas invité la Chine pour ce projet. Et c'est pour ça que la Chine a décidé de faire leur propre station spatiale. Alors, celle-ci se fait tranquillement. Et puis, si je me rappelle bien, alors, ils appellent ça Tianhe. Alors, en Chine, ça serait Tianhe comme ceci. Je ne sais pas comment le prononcer. Donc, la Chine est en train de commencer à construire. Donc, il y a déjà quelques modules qui sont arrivés de cette station spatiale. Donc, ici, la Chine se met dans une position fantastique. Dans quelques années, la station spatiale que nous connaissons va être mise de côté. Et donc, la seule station spatiale qui existera sera la station spatiale chinoise. Donc, il y aura un certain monopole. Donc, les Chinois ici ont réfléchi à leur façon de faire et ça va donner la chance, bien sûr, de pouvoir continuer des expériences dans l'espace. Alors, j'espère bien sûr qu'ils vont inviter des scientifiques internationaux sur leur station spatiale. Donc, 3 compagnies qui entrent en compétition. Et donc, plus on a de possibilités d'options, plus le prix va descendre, plus il y a d'opportunités pour le voyage dans l'espace, mais bien sûr pour améliorer les technologies que nous utilisons à tous les jours. Donc, sujet intéressant pour moi. Et bien sûr, Blue Origin, alors M. Sir Richard Branson est allé dans l'espace, et ça, si je me rappelle bien, c'est vendredi ou samedi passé. Donc, plein de choses qui est excitant présentement. Très bien. Alors ça, c'était le deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Donc, voyons voir. C'est bon. Alors, si il arrive que vous avez un sujet spécifique, n'oubliez pas, vous pouvez mettre dans le chat ou dans la section clavardage vos questions à caractère scientifique ou de français. Et ça me fera plaisir de vous aider. Donc, ça c'est bien. Voyons voir, il n'y a pas de questions encore, ça va? Alors, je suis content d'avoir une spectatrice ou un spectateur ce matin, c'est très gentil. Alors, voyons voir ce que nous allons parler comme prochain sujet. Alors, on va faire une petite section d'optique comme ceci. Ça, c'est pour faire suite à ce qu'on a fait la semaine passée sur la réflexion de la lumière dans un miroir concave. Donc, ici, réflexion de lumière dans un miroir concave comme ceci. Et en passant, j'ai trouvé un miroir concave que je vais vous montrer dans quelques minutes, une fois que j'aurai fait le dessin. Alors, n'oubliez pas que le sujet que j'ai maintenant, ça vient du fait qu'il y a plusieurs personnes qui me posent des questions sur l'optique sur la chaîne. Donc, j'ajoute un peu d'optique, mais je suis bien sûr en attente, si vous voulez, de questions que vous avez. Alors, si on regarde notre... J'ai besoin de crayons, de marqueurs. Donc, si on travaille en optique, nous avons des réflexions de lumière. Donc, juste pour vérifier, si nous avons un miroir qui est plan comme ceci et que nous avons, je ne sais pas, alors souvent on utilise une chandelle comme idée.
parce qu'une chandelle, c'est très facile et on peut en faire un dessin facilement. Comme ceci. D'une certaine façon, comment est-ce qu'on voit la chandelle derrière le miroir? Donc ça, c'est une question de géométrie simple. Donc si on regarde comme ceci, donc nous avons ici que l'objet qui est ici sera de l'autre côté réfléchi. Et on veut savoir où est-ce que celui-ci sera. Donc un aspect à utiliser, il y a la distance. Donc la distance entre le miroir et l'objet, qui est comme ceci, sera la même distance ici. Donc ça, c'est une façon de le faire. L'autre distance ici qui est là, on a l'autre point. L'autre ici, comme ça. On a celui-ci, comme cela. Donc, on a notre, alors ça ici, on a notre chandelle qui sera de l'autre côté. Et puisque on a une réflexion, on sait que notre chandelle sera exactement la même de l'autre côté et on a l'image. Alors, si vous êtes allé à la salle de toilette ce matin, vous vous êtes regardé dans le miroir, vous avez possiblement vu une personne identique à vous derrière le miroir. Maintenant, les rayons de lumière peuvent être aussi utilisés pour faire cela. Donc, si je suis une personne qui est ici et qui regarde par exemple ce point-ci, alors ce point-ci, il y a l'information qui part de la lumière, de la chandelle qui va ici. Nous avons vu, depuis quelques semaines, que il y a, lorsqu'on a une surface qui est réfléchie, on a des normales. Et donc, notre rayon qui arrive comme ceci va aller dans notre œil ici. Et donc, il y a un angle ici et un angle là. Et ces deux angles sont exactement pareils. Donc, pour ceux qui sont en 9e, vous allez voir ça en 10e. Pour ceux qui sont en 10e, vous vous rappelez que ça, on appelle ça un angle d'incidence qui sera réfléchi ici. Et sur ma chaîne, j'ai quelques vidéos qui parlent de cette information. Et je suis en train d'éditer certaines sessions de questions-réponses, comme on fait maintenant, en petits segments, comme ça, vous allez pouvoir voir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que notre œil ici pense que nos yeux voient toujours en ligne droite. Donc ça veut dire que si c'est en ligne droite, notre œil ici pense qu'il voit très droit et le voit ici. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a un point d'intersection ici des deux lignes. Et ici, on a un point d'intersection d'une autre ligne. Donc, si nous sommes devant un miroir, et voici l'objet, on a l'image ici. Si on regarde de côté, on peut aussi voir, et on peut voir que les rayons sont très similaires. Donc, ça c'est pour les miroirs qui sont plats. Que faire maintenant si les miroirs sont concaves? Donc, voyons voir. Alors ici, quelques petites informations utiles. On aime bien en sciences et en maths les points de référence comme un axe optique. Nous avons notre miroir ici qui est concave. Concave comme ceci. Maintenant, la semaine passée, on a regardé comment était fait un miroir concave, mais voyons voir un petit résumé ici. Si on regarde, j'ai ici un miroir, mais si nous étions pour avoir, voyons voir si je peux trouver une règle. Donc si je regarde ici un miroir, on peut voir que on a une règle ici et je peux mettre mon crayon pour faire le tracé de mon miroir. Donc ici, c'est comme s'il y avait un pivot qui est comme ceci.
c'est comme le centre d'un cercle. Ça, on va l'appeler C, c'est le centre de courbure d'un miroir. Si le centre s'éloigne, à ce moment-là, le rayon, donc on peut voir ça, c'est comme un rayon ici, le rayon augmente. Donc si celui-ci va à l'infini de ce côté-là, on se retrouve avec un miroir qui est plan. Si on a un rayon, un centre de courbure qui se rapproche ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on a un centre de courbure ici, on peut voir que le miroir serait beaucoup plus courbé. Donc, le centre de courbure est important ici. La semaine passée aussi, on a regardé les rayons, à savoir que si on a un centre de courbure ici, nous avons ce qu'on appelle ici un foyer. Donc, C, c'est le centre de courbure. Et F, c'est le foyer. Comme cela. OK. Donc, chose intéressante avec le foyer, c'est que si nous avons un rayon qui est parallèle à l'axe optique, ce rayon qui va vers le miroir va être réfléchi et va toujours passer à un point spécifique qui est le foyer. Donc, ça, c'est à considérer. Maintenant, pourquoi est-ce que ceci arrive? Expérimentalement, on peut le voir, mais on a aussi vu tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle une normale. Donc, si on prend ici cet endroit où on assume que ici nous avons un miroir qui est plan, on a une normale qui est perpendiculaire, et comme on a mentionné tout à l'heure avec le miroir plan, l'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion. Et donc, ce sont tout ce qui se passe à l'intérieur de cette réflexion. Mais une fois qu'on comprend cela, on peut enlever tout ce concept et dire, OK, on est capable de pouvoir savoir qu'un rayon qui est parallèle à l'axe optique va être réfléchi par le foyer. De la même façon que si nous avons un rayon qui passe par le foyer comme ceci, comme cela, il sera réfléchi parallèle à l'axe optique. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Donc je peux mettre un autre exemple. Si moi j'ai un autre rayon qui est comme ceci, qui passe, qui va à notre miroir, il sera aussi réfléchi par le foyer. Dans un miroir qui est concave, tous les rayons parallèles passent par le foyer. Et ça me dit, OK, si j'ai un miroir, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait une image. On avait un objet qui avait aussi une image. Comment est-ce que les images sont formées lorsqu'on a un miroir concave? Donc, on va faire quelques dessins aujourd'hui. Donc, faisons notre petite chandelle ici. Comme cela. Donc, nous avons une chandelle. Et moi, j'aimerais savoir, OK, comment est-ce que, si on a un objet ici, comment sera l'image? Maintenant, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais est-ce que ceci est vraiment utilisé dans la vraie vie? Dites-vous que dans les nouvelles technologies, par exemple, dans vos classes, si vous avez vu des projecteurs d'information, donc je ne sais pas si on peut voir ici. Donc peut-être qu'à l'école, vous avez vu, il y avait un tableau blanc comme ceci, et juste en haut ici, il y avait un projecteur, et le projecteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va projeter l'image sur le tableau blanc. À l'intérieur de ce projecteur, il y a des lentilles et des miroirs qui permettent de pouvoir prendre
de l'information qui est petite ici et le projeter sur un grand écran. Donc la prochaine fois que vous allez être dans une classe où vous allez voir un projecteur, regardez, on peut voir les miroirs lorsqu'on s'approche de ceci. Donc c'est intéressant. OK. Donc nous avons ceci. Faisons quelques rayons pour voir. Nous avons dit tout à l'heure que si nous avons un rayon qui est parallèle ici, il va passer par il va passer par le foyer. Ça, c'est une chose ici. On a aussi dit que si un rayon passe par le foyer, il sera parallèle à notre axe optique. Donc, si moi, je décide de prendre un rayon qui va comme ceci, qui passe par le point ici, qui passe par le foyer, nous savons que s'il passe par le foyer, il sera réfléchi et sera parallèle à l'axe optique. OK, vous allez dire, il commence à avoir beaucoup de lignes présentement. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il en est. Tiens, je vais enlever cette ligne ici pour commencer. Je vais l'ajouter tout à l'heure. Parce que je vais juste faire une série de lignes en même temps. Donc, on a ici, parallèle à l'axe optique, réfléchi, passe par le foyer. On a ici, passe par le foyer et réfléchi, parallèle à l'axe optique. Maintenant, ici, ce qui est intéressant, c'est regarder. Ici, nous avons un point d'intersection ici. On peut même dire que si nous avons par exemple un rayon, je vais prendre un crayon rouge, un rayon qui arrive ici au centre de notre miroir, on a notre normal ici, il y aura une réflexion qui sera faite parce que l'angle ici d'incidence est le même que l'angle réfléchi. Mais voyons voir qu'est-ce que ceci nous donne. On a ici 3 lignes qui sont en intersection et regardez ici. On a ici un endroit où il y a 3 lignes en intersection. Ah, ça c'est intéressant. Donc, est-ce que ceci peut nous aider? Alors, voilà pourquoi c'est intéressant. Et voici pourquoi j'ai utilisé une chandelle. Une chandelle, c'est comme un objet avec une pointe. Donc, si j'ai ici une pointe ou l'intersection, comme ceci, ça veut dire que notre image sera ici. OK. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on peut voir que ici, nous avons un objet qui a une certaine grandeur, mais lorsqu'il y a réflexion, on peut voir que notre image ici est plus grande que l'objet. Alors, c'est comme ça qu'on peut utiliser ce principe dans les projecteurs, mais c'est aussi quelquefois un principe pour les magiciens. Vous savez, les personnes qui utilisent les illusions pour apparaître et disparaître, on peut utiliser des concepts comme cela. Donc, nous avons ici un objet qui, lorsqu'on a une réflexion, est plus grand, mais chose intéressante, c'est qu'il est à l'envers ici. Donc, à l'envers, c'est correct parce qu'on peut toujours dire, est-ce qu'on peut organiser notre miroir pour que, si on veut une image, l'image soit droite. Donc, ça, c'est un exemple, et c'est un exemple précis lorsque nous avons un objet qui est entre le foyer et notre centre de courbure. Donc ça devient intéressant de ce côté-là. Alors, je vais vous donner un instant pour regarder ceci. S'il y a une question, dites-le moi. Moi, je vais chercher un miroir en haut parce que je vais vous montrer quelque chose. Donc, je reviens ici dans un instant.
je reviens. Alors, voyons voir. Alors, hier, je suis allé au magasin et j'ai trouvé, si on regarde un miroir, je ne sais pas si on peut voir notre caméra. Voici la caméra que vous avez maintenant. J'ai trouvé ce miroir, j'ai dit, ah, je dois l'avoir pour vous le montrer. Alors ça, c'est intéressant. Voyons voir. Alors, chose qu'on a remarqué ici, c'est on a un objet qui a une certaine dimension. Lorsqu'on a une réflexion, on a une image qui est à l'envers et qui est plus grande. Donc ça, c'est intéressant. Ici, j'ai un miroir qui est concave. Donc, je ne sais pas si on peut remarquer la courbure. Et on va regarder quelques concepts intéressants. Donc, si on regarde ici, vous ne voyez pas vraiment beaucoup d'informations. Par contre, si j'approche, voyons voir si je peux le faire pour que vous puissiez le voir comme il faut. Si j'approche comme il faut, est-ce que vous voyez la caméra ici? La caméra est à l'endroit. Donc, comment est-ce que je peux avoir une caméra? Donc, regardez les mots qui sont ici. Comment est-ce que je peux avoir une caméra à l'endroit? Alors ça, on peut voir, c'est mon image ici. Et si je m'éloigne, on peut voir qu'on finit par moins voir d'informations. Alors, je pense que je regardais le mauvais écran. Voyons voir qu'est-ce qu'il y en a. Ah, voilà. Alors, voyons voir comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Vous avez vu une caméra qui est à l'endroit, tandis que, alors, donc, la caméra réelle et ce que vous voyez étaient tous parfaits. Comment est-ce possible? Alors, ça ne peut pas fonctionner comme ceci où nous avons un objet et on a une réflexion qui est à l'envers. Parce que vous avez vu que votre réflexion est à l'endroit. Donc, voyons voir ce qu'on peut faire ici. Alors, moi, je vais effacer ceci. Alors, ça, en passant, c'est un petit miroir qui est utilisé lorsqu'on se rapproche. On peut voir ici, soit nos yeux pour ceux qui font le maquillage ou autre raison. Et on a une magnification de 15 fois. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une augmentation des dimensions avec un miroir? Je vous montre. Comme ceci. Nous avons notre centre de courbure et nous avons notre foyer comme ça. Donc ça ici, c'est un peu comme ce que vous allez voir en sciences en 10e. C'est faire des tracés, faire des dessins, des diagrammes. C'est toujours intéressant. Il y a aussi une portion mathématique que nous allons voir probablement la semaine prochaine parce que j'ai besoin d'un petit peu de temps et deuxièmement, je veux vous donner la chance de répondre à vos questions. Alors ici, si vous me regardez avec ceci, vous savez que pour pouvoir voir mon image claire, je dois être très, très, très près. Donc la distance n'est pas très, très grande. Alors ça veut dire que lorsqu'on a notre objet doit être très, très, très petit ici, ou est très près. Ça, je vais le mettre comme ceci, avec une flamme. Très bien. Donc ici, tout à l'heure, si vous vous rappelez, j'avais ma chandelle qui était ici et comme cela, et l'image était ici en bas, comme ceci, et donc inversé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors ici, l'objet était entre le foyer et le centre de courbure. Donc ça, c'est notre objet. Notre autre objet ici,
je l'ai mis entre le miroir et le foyer. Et voyons voir qu'est-ce qui arrive lorsque je fais les rayons lumineux. Alors ça devient intéressant. Nous savons que si on a un rayon qui passe ici, parallèle à l'axe optique, donc ça c'est notre axe optique, il sera réfléchi vers, en passant par le foyer comme cela. Donc ça, nous le savons aussi. Nous savons aussi, parce qu'on l'a vu quelques fois, que si nous avons un rayon qui arrive et qui passe ici avec un angle d'incidence, celui-ci, voyons voir, celui-ci va être réfléchi de l'autre côté. OK. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, si on regarde, nous avons notre point d'intersection. Donc, on a ici nos deux lignes. On peut aussi faire une troisième ligne si vous voulez. Donc, si on a du centre ici qui passe comme cela, parce qu'on suit la normale, notre rayon qui arrive ici sera repoussé de l'autre côté. Maintenant, regardez qu'est-ce qui arrive ici. Nous avons un point d'intersection qui est là. Ça veut dire que mon image, la pointe de mon image est où il y aura l'intersection de mes trois rayons. Mais voyons voir qu'est-ce qui arrive ici. Nous avons un rayon qui va comme ça. Un autre rayon qui va de ce côté-ci. Mais regardez, les rayons ne se toucheront jamais. Et de l'autre côté aussi, nos deux rayons ne se rencontreront jamais. Alors la question c'est, si moi je veux l'intersection des trois lignes, où est-ce que je vais trouver l'image? Et c'est ça qui devient intéressant lorsqu'on fait un peu de géométrie et un peu de dessin, et c'est un des aspects favoris que j'ai pour l'optique. Alors, si moi j'ai une extension de l'autre côté, derrière l'image, et on continue comme ceci, et qu'on continue comme ceci, nous avons que le point d'intersection, qui est ici, comme ça et comme ça, notre point d'intersection est beaucoup plus loin ici et derrière notre image. OK, là, ça c'est intéressant. Ça veut dire que, comme cela, alors si on regarde à l'image de cet objet, j'ai un objet qui est petit, et cet objet, lorsqu'on regarde et on voit l'image derrière notre miroir concave, on a une image qui est beaucoup plus grande. Alors regardons. On a ici un appareil qu'on utilise pour le maquillage ou autre. On dit qu'il y a une augmentation jusqu'à 15 fois des dimensions. Donc on peut voir ici, il y a quelques exemples où si on veut regarder les yeux pour les verres de contact, de maquillage ou autre. Donc regardons de nouveau. Donc si j'approche ceci, c'est très difficile de voir parce que ce n'est pas au focus, mais aussitôt que on arrive au focus, voilà. Nous avons ici, nous avons ici une caméra qui fait presque, je vais changer la position, voilà. En le mettant au focus, je peux voir exactement la caméra. Je vais la reculer un peu. Et on peut voir que la caméra fait presque l'entière dimension de l'écran. Donc, on peut voir qu'un miroir comme ceci nous permet de pouvoir créer des images plus grandes de façon à ce qu'on puisse les utiliser de façon spécifique. Donc, on les utilise on utilise des miroirs comme ceci. Par exemple, en maquillage où on a des images qui sont droits. Parce que n'oubliez pas que si quelqu'un veut mettre un verre de contact, on ne veut pas que notre image soit à l'envers.
De la même façon que si nous avons un télescope ici à réflexion, je ne sais pas si on peut voir le miroir dans le fond complètement. On peut voir il y a un petit miroir. Nous avons un miroir qui est concave ici. Comme ça, l'information qui arrive des étoiles, qui arrive ici, est réfléchie de façon à ce qu'on puisse avoir avec un autre petit miroir ici, les astronomes peuvent voir les images. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on peut faire nos dessins. Donc depuis quelques semaines, je me concentre sur les miroirs plans et les miroirs concaves et avec le temps, je vais pouvoir faire d'autres types de miroirs. Alors voyons voir. J'aimerais savoir s'il y a des questions spécifiques. Il est 10h56, donc on s'approche à la fin s'il n'y a pas de questions spécifiques. Donc, c'est intéressant parce que quelqu'un qui voit ce dessin la première fois n'a aucune idée de ce qui se passe. Par contre, une fois qu'on essaie de comprendre les rayons, et je vais mettre et si vous allez voir, ma chaîne a plusieurs exemples de ces vidéos, ça vous donne la chance de pouvoir bien comprendre ce qui se passe ici. Alors, je vous donne une chance de pouvoir écrire des questions dans la section clavardage ou chat. Comme ça, ça sera la dernière question d'aujourd'hui. Donc, moi, je vais en profiter pour fermer ceci. Voilà. Voyons voir. C'est intéressant comme quand on va au magasin, on peut trouver des objets qui sont utiles et qu'ils ont des raisons scientifiques derrière cela. Alors, voyons voir s'il y a une question avant de terminer aujourd'hui. Alors, voyons voir. Alors, il n'y a pas de questions. Alors, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous laisser aller aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'être là pour vous. Donc, il y a eu une personne qui est restée tout au long de cette session. Il y a quelques personnes qui sont venues et reparties. Je suis très content que vous soyez ici. N'oubliez pas que si vous regardez cette émission en rediffusion et que vous avez des questions, mettez-les dans la section commentaires et ça me fera plaisir de répondre à ceux-ci. Alors sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et on va se voir la semaine prochaine car j'ai ces sessions à tous les samedis à 10h le matin pour vous. Alors au revoir!